La nuit tombée, Haïti se retrouve plongé dans le noir. Le quotidien des Haïtiens depuis de trop nombreux mois. Production insuffisante, équipement vétuste, les centrales électriques ne fournissent au mieux que quelques heures de courant par jour. En Haïti, on a 7 millions d'Haïtiens qui n'ont pas accès à l'énergie. Et quand on regarde nos voisins de la Caraïbe, certains pays, le taux d'électrification dépasse même 98%. Pour comprendre l'origine de la crise haïtienne, il faut remonter à 2005. À l'époque, le gouvernement haïtien procède à une vague de privatisation d'entreprises publiques comme EDH. La Compagnie nationale d'électricité signe alors des contrats d'achat d'énergie avec plusieurs producteurs privés comme la Sogénère, son plus grand fournisseur. L'entreprise exploite la plus grande centrale énergétique du pays à Vareux et très vite, le coût de l'électricité explose. L'État qui a une centrale électrique, je n'ai pas le papier quand est-ce que l'État a vendu cette centrale électrique, et l'État maintenant paie 7 millions de dollars par mois pour acheter l'électricité qui sort de cette centrale électrique. Un coût exorbitant pour le pays, quand on sait que moins d'un quart des habitants accèdent correctement au réseau électrique. En 2015, un rapport de la commission de pilotage du secteur de l'énergie met en lumière les failles majeures de ces contrats. À la tête, des producteurs indépendants, des oligarques proches du pouvoir sont soupçonnés de corruption, comme Elisabeth Préval, épouse de l'ex-président haïtien René Préval. La première dame siégeait au conseil d'administration de la Sogénère, alors même que son mari était aux responsabilités. À l'heure des comptes, le rapport accuse la société privée d'avoir surfacturé l'État haïtien pour un montant de 123 millions de dollars. Le contrat de ce fournisseur contient plusieurs anomalies qui doivent être corrigées de manière à éliminer les clauses irritantes et les possibilités de surfacturation et de paiements indus. Le contrat a été amendé à plusieurs reprises afin de modifier son objet en augmentant sa portée et entraînant du coup la hausse de son prix à des proportions supérieures à celles autorisées par la loi. À noter que l'investissement total de la Sogénère dans ces centrales est d'environ 30 millions de dollars américains pour un chiffre d'affaires sur 15 ans de 1,12 milliard de dollars. C'est comme une mafia, il y a un problème, il y a une bataille qui se fait à l'intérieur de ce secteur. Le résultat de cette commission est clair. Le résultat dit clairement qu'il faut reprendre, qu'il faut revisiter ces contrats. Ce conflit devient rapidement le symbole de la crise énergétique entre l'État et les entités privées. Élu 2 fois démocratiquement, Jovenel Moïse s'attaque dès son arrivée au pouvoir à cette crise énergétique, suivant les recommandations du rapport. Il entame un difficile bras de fer judiciaire et porte plainte contre la Sogénère pour le préjudice subi sur la centrale de Vareux. Le Trésor public se voit dans l'obligation chaque année de subventionner l'EDH à hauteur de plus de 200 millions de dollars américains pour lui permettre simplement de faire face à des obligations envers les compagnies indépendantes de la production de l'énergie électrique. Sans réponse du producteur privé pour renégocier ses contrats, l'État reprend à son compte l'exploitation de la centrale en novembre 2019. La première chose que nous avons fait, nous avons dit, bon, ok, il faut reprendre cette centrale qui appartient au peuple haïtien. Eh bien, nous l'avons fait, nous avons repris les 2 centrales, je dirais, Vareux 1 et Vareux 2, pour remettre ces centrales à l'État haïtien. Aujourd'hui, la Sogénère et son directeur exécutif, Dimitri Vorbe, doivent répondre devant la justice à des accusations d'enrichissement illicite, surfacturation et abus de confiance. Mais la lutte est longue. La reprise en main par l'État de ce secteur stratégique n'est pas sans représailles et a souvent coûté cher au gouvernement passé. Depuis 1986, au fond, et tous ceux qui ont fait une tentative de réformer l'économie, ou parfois même de s'attaquer peut-être à certains aspects de l'économie, le trafic, ont été victimes de coups d'État. Et à Avril avait tenté de réduire la part de trafic de la drogue en coopérant avec les Américains.
Et Maninga, d'une certaine manière, avait été victime de coup d'État à partir du moment où il voulait un petit peu se défaire tout au moins des tenants des trafics. Jovenel Moïse n'échappe pas à la règle et son action a fait grincer des dents ses détracteurs. Pour protester contre la mise à mal de leur business juteux, les oligarques ont réagi en tentant par tous les moyens de paralyser le pays. C'est le phénomène Pays Loc qui touche en plein cœur Haïti depuis quelques mois. Aujourd'hui, si nous voulons sortir le pays de l'ornière du sous-développement, il faut des réformes en profondeur, il faut une lutte acharnée contre la corruption. Entre 2006 et 2016, Haïti a reçu 10 milliards 833 millions de dollars. Je suis arrivé au pouvoir moi-même, j'ai trouvé le pays avec 6000 km de routes non construites. J'ai trouvé le pays avec 122 sections communales qui n'ont pas de centre de santé. J'ai trouvé le pays avec 500 000 enfants aujourd'hui en Haïti qui ne peuvent pas se rendre à l'école à cause des salles de classe qui ne sont pas là. J'ai trouvé un pays avec près de 80% des communes dépourvues de réseau électrique. Pour acheminer l'électricité dans les foyers haïtiens, les autorités doivent aussi rénover les réseaux vétustes et en nombre insuffisant. Taïwan a bien accordé un prêt de 150 millions de dollars en mai 2018 pour réaliser ces travaux. Mais depuis, le gouvernement se heurte au Parlement, acquis majoritairement à l'opposition. Nous sommes co-dépositaires de la souveraineté nationale avec le Parlement. J'ai convoqué le Parlement à l'extraordinaire en mai 2019 pour le vote de l'accord de prêt. Le Parlement n'a pas voté. Pour tenter de retrouver la lumière, l'État haïtien compte désormais sur une ressource gratuite, le soleil. Depuis 2018, la compagnie d'électricité nationale a choisi la commune de Marchand-des-Salines, au nord de Port-au-Prince, pour expérimenter une centrale de 3,6 kW qui intègre à 50% l'énergie solaire. Pour centrale hybride, là, nous servons avec panneaux les matins, en combinaison avec des groupes nous. Et puis dans l'après-midi, nous servons avec groupe blanc. Mais nous avons 16 heures de temps d'alimentation, à savoir 8 heures de temps au cours de la journée et puis 8 heures de temps à souhait. C'est-à-dire, la différence, c'est que nous bénéficions de soleil là, qui c'est une énergie qui est disponible que malheureusement, dans le gouvernement passé, nous ne va jamais exploiter. Pour les 170 000 habitants de cette commune, c'est déjà une petite révolution. Bon, étant qu'on est qui dans le système là, et qu'a fait business, qu'a fait cinéma, qu'a fait théâtre, nous avons jeté un coup du lié pour moi-même. Immédiatement, pas de courant dans la ville là, je ne viens pas à travail, pas de télévision qui pouvait nous produire, laisse ça, je viens moins performant. Et je dis, je dis, c'est encore une fierté pour toute communauté de Salinienne qui vivent courant, qui commence au courant. Pour moi, ce n'est pas encore fini. Pour être si moun qui ont besoin sacré l'éclairage pour étudier, c'était une grosse difficulté pour nous. Parfois, tout n'est pas obligé à aller m'enseigner sur place là. Qui était qu'on gagne des poteaux qui gagnent sacré électricité avec soleil, mais pour y avoir une électricité à cacher à la caillou pour étudier, ça son point fort, ça son point positif que le président Jovenel lui permet que la commune Marchand-des-Salines à vivre journée aujourd'hui. Et moi-même, tout cas par la voilà, je suis directeur d'école, j'ai une école aussi. Ça veut dire que mes enfants ils ont étudié qu'on y a très bien. Et ça permet tout réussite là, beaucoup plus satisfaisant. Les chantiers d'envergure se poursuivent dans le pays, grâce à l'armée venue prêter main forte sur le terrain. Comme ici, pour la construction du barrage hydraulique de la rivière Marion, l'une des armes essentielles de la relance économique du département du Nord-Est. Côté que nous pourrons capter de l'eau pour que nous puissions faire irrigation. Même l'eau, ça, nous pourrons servir avec pour nous bailler de l'eau potable dans les zones, que ce soit Grand Bassin, les zones avoisinantes, et aux perches, et toutes zones qui sont alentour du barrage. Et nous pourrons produire l'électricité. On va voir que dans le domaine là, on va voir qu'il y a deux tuyaux qui déjà mettent presque 100 mètres linéaires de tuyaux qui déjà mettent en place pour que c'est eux-mêmes qui pourront activer les turbines que nous pourrons installer dans deux barrages.
pral gen environ 200 hectares de terre qui pral inonder. Côté nous pral stocker 10 millions de mètres cubes. Pour l'année, ça pral faire 20 millions de mètres cubes d'eau. Grâce au barrage, des milliers d'hectares de terres avoisinantes pourront bientôt être massivement irrigués pour sortir le pays de l'urgence alimentaire et du sous-développement. L'agriculture emploie un Haïtien sur 5, un secteur particulièrement touché par les catastrophes naturelles qui minent régulièrement le pays. Ces chantiers redonnent espoir aux agriculteurs, certains commencent même à en récolter les premiers fruits. De rapporter nous pour nous faire préparation pour notre besoin. C'est le problème d'eau. On s'en rend compte pas Congo, puis manioc, mais à faire piment et banane nous va te contacter dans ce cas parce que tu n'as pas de café parce que nous pas de système pour ça. Grâce au système d'irrigation actif par le pompage solaire, ces cultures ont repris en dépit de la saison sèche. Même les capacités nous sommes capables de comme si des cobs, nous pas capables de produire qui nécessaire, mais nous faisons quand même. Mais ça rapporte quand même, et j'en ai nous pas comme ça parce que plus ou moins nous avons fait ce qu'on plus facile. Depuis 20 ans, les pays de la région Caraïbe consacrent jusqu'à 9% de leur PIB à réparer les dégâts des accidents climatiques. Un phénomène amplifié dans les régions enclavées et difficiles d'accès, comme ici, à Gros-Morne. Dans cette commune, les faibles réseaux de transport sont un frein pour l'économie locale, qui repose sur la production de café, de coton et surtout de mangue francisque, destinée à l'exportation. Comme pour l'électricité, le gouvernement tente aujourd'hui de reprendre en main la construction des routes, mettant fin à des années de privilèges abusifs accordés aux sociétés privées. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, le bitume qui était arrivé en Haïti, on achetait ça très cher, à presque $5 le gallon. Des gallons que vous devriez acheter à $2, maintenant vous les achetez à 5. Cela veut dire que vous avez $3 en plus sur le prix de l'achat du bitume. Maintenant, sur 2 millions de gallons de bitume, sur 100 km, vous perdez $6 millions. Désormais, l'État estime avoir divisé le coût du kilomètre de route par 3 en 3 ans. Au lieu d'importer massivement les agrégats qui composent l'essentiel du bitume, le gouvernement les extrait désormais dans les rivières du pays. Seul l'asphalte, qui sert à finaliser les routes, est encore acheté sur le marché américain. Parce que moi, avec des jeunes moi-même, qui travaillent là lui-même, puis si Goumon, toute zone d'appelé, mais Goumon va te lever lui-même. Goumon va te lever, nous pas bloquer route, mais sauf que nous-mêmes, nous avons besoin pour réalisation de construction route, nous rendons même fait au niveau pays. Le président veut un État serviteur, le président veut que le reste là, c'est pour le peuple là que le doyer, c'est pas pour les gros palto. Si la route semble être encore longue, le gouvernement garde le cap de la modernisation. À Jérémy, principale ville du sud du pays, l'exécutif met les bouchées doubles pour achever les travaux d'un aéroport qui permettra de rallier Port-au-Prince en moins d'1 heure. Il sera alimenté par un système d'énergie solaire. En octobre 2016, le cyclone Matthew détruit 80% de la ville qui se retrouve presque coupée du monde. Ses habitants sont privés de nourriture et d'eau potable. Remettre en l'état l'aéroport est aujourd'hui une priorité pour permettre le désenclavement de la région. Parce qu'elle a été nettement endommagée avec travail qui vient en cours là. Bon, il n'est pas fini, mais nous avons dit nous déjà satisfaits parce que nous pas gagné toilette. Bon, nous avons gagné toilette et puis le nombre de toilettes là a augmenté. Nous pas gagné salle de départ, nous pas gagné arrivée, nous pas gagné rampe, nous pas gagné système climatisation, nous pas gagné électricité, nous pas gagné vide. Bon, nous pas gagné faux plafond, rien du tout. Il y a eu des choses terribles que ce pays a connues pendant les 18 derniers mois. Mais je suis là, pourquoi? C'est parce que je crois fermement que nous avons besoin de ces changements. Cette génération aujourd'hui qui me regarde,
Elle peut me dire que, président, vous êtes méchant. Vous êtes en train de nous faire souffrir. Mais ils ont oublié, ces gens-là, ces jeunes qui souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des générations passées qui n'ont pas pris des décisions pour leur faire sortir de l'ornière du sous-développement. Et c'est pour ça, moi-même, il y a une phrase que j'ai faite toute ma campagne électorale avec. La stabilité politique est le premier des biens publics. Les réformes que je suis en train d'initier aujourd'hui, nous avons besoin de stabilité, quelle que soit l'équipe politique. Même si un Haïtien sur deux se trouve au chômage, l'île et ses paysages somptueux conservent de sérieux atouts pour inverser la tendance. Un potentiel touristique énorme et une population très jeune, ressources immenses et essentielles pour relever ce défi. Comment est effort que l'a fait pour que l'avenir d'un jeune pas sombre, pour que nous suspendions quitter pays pour aller au Chili, pour aller au Brésil, pour aller aux États-Unis, et pas que nous avons des problèmes avec pays ça ou non, parce que dans le cadre de communauté et coopération internationale, nous avons des problèmes avec eux. Mais un jeune, d'abord, il est formé justement pour servir son pays. Aujourd'hui, la jeune génération est en première ligne pour permettre à tous les adversaires politiques de renouer le dialogue. Elle a dans ses mains la créativité nécessaire pour accompagner ces réformes vitales et éradiquer le fléau de la corruption. Un vent d'optimisme, porteur d'espoir dans un pays qui ne peut plus se permettre d'attendre davantage.